Israël, d'un nationalisme d'émancipation à un nationalisme d'exclusion. Une conférence de J. Cole, La paix maintenant. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux à ce débat organisé ce soir par J. Cole et La paix maintenant. Et lorsque nous avons prévu cette réunion, c'était déjà il y a quelques mois, nous souhaitions parler sur l'évolution du nationalisme israélien qui se voulait égalitaire et séculier à sa fondation, vers un nationalisme droitier, identitaire et ancré dans le religieux tel qu'il se révèle aujourd'hui, tant au niveau social que politique. Alors aujourd'hui, ou sortir, ou parlons plutôt en pause, des violences qui viennent de se passer en Israël et en Palestine, quel que soit le récit que l'on fait des événements, on reste sidéré des violences, des explosions de haine qui se sont exprimées de part et d'autre. D'un côté, les colons radicaux, extrémistes, dont les violences ont été, qui se sont manifestées en toute impunité, semble-t-il, légitimées par la droite ultranationalisme siégeant à la Knesset et le vote de la loi conférant au seul peuple juif toute la souveraineté sur la terre d'Israël. C'est la loi État-nation de juillet 2018 dont nous reparlerons probablement. Du côté palestinien, ce furent aussi des scènes de violence, des scènes d'émeutes, couvertes par et encouragées par le Hamas, mouvement ultranationaliste et extrémiste à Gaza. Un autre fait a été marquant durant ces événements, c'est le lien qui s'est fait entre les Palestiniens israéliens et ceux des territoires occupés et de Gaza, exprimant chez les premiers, chez les Palestiniens israéliens, un nationalisme que l'on croyait oublié. Alors, que nous révèle cette crise de la réalité sociale et historique de la société israélienne? Quelles tensions enfouies révèle-t-elle? Quelles fractures met-elle à jour que l'on croyait dépasser ou que l'on voulait voir? Alors, les analyses sont souvent grossières et partisanes. Or, on peut observer aussi, à l'encontre des visions communes manichéennes, que des Israéliens et des Arabes ont manifesté, et manifestent encore leur souhait de vivre ensemble. Alors, on peut s'interroger sur la pérennité de ces manifestations, ou à quelles conditions pourront-elles être pérennes. On peut observer aussi que des Israéliens établissent des ponts, mais je vous entends plus. des projets, je ne vous entends pas. des coopérations avec les Palestiniens de Cisjordanie, tandis que d'autres apportent leur aide aux populations civiles de Gaza. Comment faire entendre ces voix qui s'expriment dans les sociétés civiles? Comment les encourager? Pour éclairer les évolutions du nationalisme israélien, et probablement aussi évoquerons-nous le nationalisme des Palestiniens, nous avons fait appel à deux universitaires, un historien et un politologue. Pascal Horry, qui est historien, spécialiste d'histoire culturelle, professeur émérite à la Sorbonne Paris 1, membre de l'Académie française et qui a publié de très nombreux ouvrages, dont un ouvrage majeur, Qu'est-ce qu'une nation? Une histoire mondiale, et j'ajouterai comparative des constructions nationales, à travers de très nombreux exemples. Cet ouvrage a été publié aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des idées en 2020. C'est une somme passionnante. Deuxième orateur, Denis Charby, que nous connaissons tous, historien, politologue, professeur associé de sciences politiques à l'Open Université d'Israël, auteur de nombreux ouvrages sur le sionisme et la société israélienne. Je ne citerai que deux, les deux derniers. Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, réédité en 2018 aux éditions de l'Éclat, et la même année, Retour à Atnelang, la traversée des utopies sionistes aux éditions de l'Éclat. L'actualité en Israël est très, très brûlante, nous préoccupe tous. Nous ne l'aborderons pas directement,
mais c'est sûr qu'on y fera allusion, ou vos questions nous y ramèneront. On commence. Merci Madame, merci Michel. Je voulais d'abord remercier Gicole et La Paix Maintenant de leur invitation, à laquelle j'ai répondu d'autant plus favorablement que je ne le cacherai pas, leur combat est assez proche du mien, autant que je puisse le dire. Alors, on aura compris que je ne suis aucunement un spécialiste de l'histoire d'Israël et ou de la Palestine, et j'aurais tendance, dans les 20 minutes qui me sont accordées, à reprendre de façon assez schématique, je ne dirais pas simplement les thèses que je défends dans le livre, mais la logique de ce livre. Et je pense que vous ferez assez implicitement le rétablissement sur la situation israélo-palestinienne à différentes étapes, mais je pense pouvoir donner ma réponse, qui ne sera jamais que ma réponse, celle d'un historien plutôt tourné vers le culturel ou plutôt vers le croisement du culturel et du politique, à la question de ce soir, parce que je consacre quelques pages de ce livre au glissement, est-ce que c'est un glissement d'ailleurs, en tous les cas à la logique qui fait passer du national au nationaliste, d'après moi, et comme par hasard, à partir d'expériences politiques où la France a joué un rôle à la fin du 19e siècle. C'est la thèse que je défends, à savoir qu'il y a une logique du national qui s'enrichit, mais c'est évidemment une appréciation qui n'est pas du tout méliorative, mais qui se complexifie, et pour certains qui s'aggrave, en passant à une logique du nationalisme, et je repère ce passage à la fin du 19e siècle, à partir du cas français. Et non pas parce que je serais très préoccupé du cas français, mon livre, comme son sous-titre l'indique, est une histoire mondiale. La première réponse à la question « qu'est-ce qu'une nation ?» c'est de répondre « eh bien, c'est une question mondiale », c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national, et il faut quand même le dire clairement, parce que dans ma lointaine jeunesse, j'ai eu 20 ans en 68, ça ne se pensait pas, ça ne se disait pas bien sûr, mais ça ne se pensait pas non plus. Donc je commencerai en quelques minutes à rappeler d'où vient d'une certaine façon ce livre et cette thèse, oui. Oui, je pense que la France a joué un rôle, là pour le coup mondial, en testant un glissement du national vers le nationalisme qui se situe au début de la Troisième République. Ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard. Et que c'est un élément de réponse à la question de ce soir sur la situation israélo-palestinienne, je le précise tout de suite. Mais j'espère que ce genre de rétablissement, vous le ferez au cours des 18 minutes qui me restent. Donc, je partais dans cet ouvrage qui est le résultat d'une quarantaine d'années de séminaires et de cours en Sorbonne, à Sciences Po ou à l'École des hautes études en sciences sociales, du constat que ma génération, qui n'est pas seulement la génération de 68, mais une génération qui accède, disons, à la capacité politique dans les années 60 et qui exerce cette capacité plus ou moins tard, voire jamais, dans les années 70-80 jusqu'à ce soir, ma génération avait d'une certaine façon intégré l'idée que la question nationale appartenait au passé, qu'elle avait joué un rôle, mais qu'on n'était plus dans cette perspective-là. L'international serait le genre humain, bon. D'autre part, cette génération avait intégré l'idée, alors ça va rejoindre la problématique du nationalisme d'exclusion par rapport à d'autres formes de nationalisme, mais j'aurais tendance à réserver nationalisme au nationalisme d'exclusion, j'y reviendrai, que la nation c'était le mal, puisque ça accouchait fatalement du nationalisme, pour ne pas dire de l'impérialisme, du colonialisme, du racisme, de l'antisémitisme, etc. Et puis troisième procès qu'on pouvait faire au national, plus subtil, destiné au fond aux professions intellectuelles, dans lesquelles je pouvais même m'intégrer à cette époque-là, comme tant d'autres, y compris parmi les personnes qui nous écoutent en ce moment, c'était plus subtil. Au fond, le national, c'était une mystification, puisque c'était une construction. Et il y avait un jeu de mots assez intéressant. Par exemple, quand on a eu tendance à traduire le titre d'un ouvrage paru un peu plus tard, au début des années 80, de Benedict Anderson, est toujours cité, sur les communautés imaginées. La nation, ce serait une communauté imaginée, et on traduisait en français communauté imaginaire. Et entre parenthèses, je pense que là, il y avait déjà un problème de traduire imaginé par imaginaire. Voilà, ça c'était le procès. Et pour simplifier, mon livre se construisait sur le constat que tout ça, c'était inexact, que la nation, ce n'était pas le passé, c'était le présent. Et en 2021, on en est bien conscient. Je rappelle que l'année 2020, ça a été, pour simplifier au regard de l'histoire avec sa grande H, ça a été l'année de la pandémie et l'année du Brexit. Bon.
Donc, pas vraiment ce qui va dans le sens de la supranationalité dont était porteur le projet d'Union européenne, hein, qui est une esquisse d'ébauche de commencement de supranationalité quand on y réfléchit. Le Brexit, c'est une date historique qui ne va pas vraiment dans le sens d'une histoire qui s'ouvrirait peu à peu à une forme, disons-le même, de mondialisme à partir de l'étape européenne. Puisque mon livre emprunte à Ernest Renan, je vous conseille fortement, pas spécialement de lire mon livre, mais de lire ou relire le court texte de Renan, qui est tout à fait remarquable, tout à fait d'actualité. Et contrairement à ce que pensent ceux qui n'ont pas lu Renan, donc conférence en Sorbonne, bon, j'ai découvert en cours de route que ce n'était pas seulement une conférence en Sorbonne, mais que Ernest Renan l'avait testé, dirait-on aujourd'hui, devant un public étranger aux Pays-Bas, quelques années auparavant. Sa femme était d'ailleurs d'origine néerlandaise, que loin d'être un nationaliste à tout craint, Renan, au passage, disait clairement, nous sommes donc au début des années 1880, que la nation passerait et que vraisemblablement, probablement exactement dans le texte, la Confédération européenne la remplacerait. Comme quoi, il avait beaucoup plus d'optimisme sur l'avenir de l'Europe que nous, ce soir. Hein. Bon. Donc, effectivement, la nation, ce n'est pas le passé, c'est le présent, et autant qu'on puisse extrapoler, c'est certainement un avenir assez proche. La nation, c'est le mal parce que ça génère le nationalisme. Alors là, on est au cœur de la problématique. Ce que j'avais personnellement repéré, mais je ne suis pas le seul, c'est que vous aviez une logique émancipatrice fondée sur la souveraineté populaire, c'est ça qui est fondamental, qui émerge, alors j'essaye de l'expliquer, évidemment c'est complètement schématique dans ce que je dis en ce moment dans l'ouvrage, entre le XVIe siècle de la révolution néerlandaise, à laquelle très peu de personnes, sauf les Néerlandais et encore, accordent beaucoup d'importance. Et d'ailleurs, entre parenthèses, en ce qui concerne l'émancipation des Juifs, il faudrait quand même retourner vers ce qui se passe aux Pays-Bas au XVIe siècle, qui est tout à fait unique, en particulier à Amsterdam. Mais passons, enfin, quoi que non, c'est lié. La révolution néerlandaise, la révolution anglaise, celle qui compte, pas la première, pas Cromwell, la seconde, qui ce soir s'applique encore aux institutions du Royaume-Uni, 1688, quand Madame Thatcher a été invitée par François Mitterrand pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française, elle n'a pas manqué de mettre les pieds dans le plat et de dire que les Anglais avaient 1 siècle et 1 an d'avance sur les Français. La révolution de 1688. La révolution américaine, la révolution française n'est que, ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante, mais elle est justement assez divergente par rapport aux 3 premières, n'est que la 4e. Donc dans cette logique de la souveraineté populaire, entre effectivement cette notion de nation, et je me suis permis de donner une définition dans l'ouvrage, et là aussi je vous demande qu'aux différentes étapes de ce que je dis, vous fassiez ou pas un rétablissement sur ce qui se passe en Israël, en Palestine et en Israël-Palestine. Pour moi, la nation, c'est le peuple avec un petit p, qui devient, je dirais même un peuple avec un petit p, qui devient le peuple avec un grand P. Alors ça peut paraître complètement rhétorique, ça veut dire simplement que vous avez quantité d'expériences historiques qui font qu'à la surface de la Terre, il y a par exemple, alors éloignons-nous un peu de Israël-Palestine, sans forcément dépassionner le débat, qu'il y a par exemple des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens, plutôt que rien. Plutôt qu'à la place des Estoniens, par exemple, des Russes ou des Lettons. Donc, il y a une série de conjonctures qu'on dit parfois géographiques, mais qui sont intégralement historiques, qui font qu'il y a des Estoniens. C'est comme ça. Et d'ailleurs, qui n'émergent parfois qu'assez tardivement. Ça constitue le peuple avec un petit p, avec son héritage symbolique considérable. Bon, pour qu'il devienne le peuple avec un grand P, il faut qu'il y ait cette révolution qui se met en branle peu à peu entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et qui triomphe au XIXe, qui s'installe au XXe, et qui est mais plus que jamais à son apogée, à son zénith en ce moment, contrairement à ce que annonçaient les prophètes de mes 20 ans. Alors, ce qui me paraît essentiel, c'est que pour notre problématique, on ne peut pas se contenter de dire que la souveraineté populaire a croisé ces expériences historiques qui posaient une tradition, mais je rappelle que la tradition, c'est dynamique. Hein. Tradition, c'est transmission. Il faut quand même revenir sur ce glissement du national au nationalisme que je repère, par exemple, dans la France de la Troisième République commençante. Pour simplifier, autant la Révolution française est absolument fascinante à étudier et a fasciné bien d'autres héritiers de ce mouvement moderne, puisque c'est une forme de modernité politique. Et je signale que
si elle fascine par exemple incontestablement les bolcheviks, sous ses différentes formes. Vous vous rappelez la scène que décrit Trotsky où Lénine aurait dansé dans la neige quand le groupe bolchevique est resté au pouvoir un jour de plus que la Commune de Paris. Donc il y a un modèle français comme ça qui continue à irriguer, mais ce n'est pas que de ce côté-là qu'il faut chercher l'importance de la France. On ne comprend rien au nationalisme, effectivement, turc, sans la référence à la France. Je rappelle, ou j'apprends, parce que moi ça a été une découverte aussi il y a quelques années quand je commençais à travailler là-dessus, enfin quelques années, une quarantaine d'années, le mouvement Jeune Turc est né clandestinement à Istanbul le 14 juillet 1889. Bon, ça a du sens. Et d'ailleurs, Erdogan, sur ce plan, il s'éclaire aussi comme une façon de conserver du kémalisme la dimension autoritaire, mais de liquider tout le côté 14 juillet 1889 de l'héritage de Mustafa Kemal alias Atatürk. Mais la France est aussi le lieu d'expérimentation et, à mon avis, d'invention de deux éléments essentiels qui permettent de comprendre ce qui se passe en ce moment, en 2021, autour de nous. Premièrement, la démocratie autoritaire, qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Je n'insisterai pas là-dessus, mais je rappelle que Napoléon Bonaparte a soi ce qu'on peut appeler quand même une dictature sur la souveraineté populaire. Et dans l'expérience française, c'est la première fois. C'est absolument la première fois. Ses fondateurs, et que je sache, ça a été très imité depuis lors jusqu'à ce moment. Et d'autre part, effectivement, je pense que c'est la France qui teste grandeur nature le passage du national au nationaliste. En d'autres termes, ce qui se passe du côté du général Boulanger, par exemple. J'avais eu l'occasion de travailler sur le populisme il y a quelques années, avant même les Gilets jaunes. Je n'ai pas été le seul. Je me permettais de dire que le populisme au sens moderne du terme, parce qu'on peut le faire remonter plus haut, évidemment, se cristallise très bien dans la France des années 1880 autour du général Boulanger, en particulier par la convergence des extrêmes. Parce que le général Boulanger, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un nationaliste incontestable qui vient de la gauche, pas l'oublier, qui est même l'image même du militaire de gauche, soutenu par une bonne partie de la gauche, voire de l'extrême gauche au sens de parti radical, Clémenceau, etc., dans un premier temps, et que dans son état-major, il y a à peu près 50% de gens qui viennent de l'extrême droite en plein renouvellement, c'est ça qui est important, monarchistes en particulier, mais quelques-uns qui ne sont pas monarchistes, et puis d'autre part, à peu près 50% d'anciens communards, ce qu'on ne dit jamais. C'est comme ça qu'on peut comprendre le succès du nationalisme de Boulanger. Et il est évident que, plus généralement, le mouvement nationaliste, qui, au-delà de l'échec assez rapide de Boulanger, va se traduire de multiples façons, à commencer d'ailleurs par la reconversion dans l'antidreyfusisme, en particulier de tous les anciens communards boulangistes, qui se sont reconvertis dans quoi? Dans l'antisémitisme. Peut-être aussi le dire, parce que ça ne se dit, personne ne le dit. Ben, je le dis. Donc, à partir de ce moment-là, de quoi s'agit-il? De la capacité de ce qu'on va appeler une droite. Pour moi, ce n'est pas polémique, c'est simplement un repérage idéologique. On peut entrer dans le détail, je n'ai pas le temps. Une droite qui se modernise, et ça va se produire en France et à la limite dans tous les pays du monde, au contact de cette logique de la souveraineté populaire, dont elle est obligée de tenir compte, et donc d'abandonner un certain nombre de prérequis antérieurs, mais pour faire du rapport à la nation un élément de clivage interne. En d'autres termes, dans le cas de la France, vous avez le type même de ce qui va se reproduire dans beaucoup de pays, un pays qui a à peu près accompli son accession à l'État-nation, ça a demandé à peu près un siècle. Bon, ce que Furet avait bien montré, la Révolution met, grosso modo, un siècle à s'installer, mais ce n'est pas la Révolution de Robespierre, c'est celle de Jules Ferry, petite différence quand même. Mais, pendant ce temps-là, vous avez un renouvellement en miroir de la droite qui se saisit du national pour en faire effectivement un élément de clivage interne et d'exclusion. C'est à ce moment-là, non pas une nation de l'ouverture, mais une nation plutôt de la fermeture, et surtout, je n'irai pas jusqu'à dire de la guerre civile, mais en tous les cas, de la capacité de cliver le corps social du pays qui a apparemment résolu son problème, c'est le cas de la France vers 1880, d'État-nation, en interne, ce qui permet de faire une hiérarchie entre les bons nationaux et les mauvais. Et ça, c'est une situation qu'on va connaître un peu partout, avec un glissement qui est plus ou moins rapide, suivant effectivement les données, pour simplifier, culturelles, sociologiques et surtout géopolitiques. C'est pour ça que, évidemment, tout ce qu'on peut dire sur la question israélo-palestinienne peut se voir à cette lumière-là, étant entendu que l'ensemble des actuels États de la planète, à quelques exceptions près, et puisqu'on se rapproche géopolitiquement parlant du Proche-Orient, je voudrais dire que les exceptions se situent toutes, pour moi,
à l'heure actuelle dans la péninsule arabique, où il y a effectivement quelques États d'ancien régime, pré-nationaux. Et il suffit de regarder un pays qui s'appelle l'Arabie saoudite, et dire le système symbolique de l'Arabie saoudite, pour comprendre qu'on est dans la logique de ce qui s'appelait par exemple l'Empire ottoman. La légitimité est dynastique. Hein. Les héritiers d'Othman, les héritiers de Saoud, effectivement, donnent leur identité, voire leur identification à ce pays qui est l'Arabie saoudite. Et on pourrait en dire, non, sans doute d'Oman, il faudrait raffiner. À mon avis, ce n'est pas la logique du Koweït, ce n'est pas la logique du Yémen, donc il faudrait être plus subtil que ça. Mais ce sont des exceptions. À la surface de la Terre, le principe de souveraineté populaire a triomphé. Mais vous imaginez bien qu'il n'a pas triomphé de la même façon en Corée du Nord ou en Islande. Je me permets rapidement dans le livre de souligner qu'en miroir, mais justement en miroir inversé et non pas en simple reflet de la situation de l'Arabie saoudite, la révolution iranienne part de présupposés complètement différents. Il suffit de lire le prélude, le préambule à la constitution de la République islamique d'Iran pour voir qu'on n'est absolument pas sur le même terrain que l'Arabie saoudite. On est dans la logique de la souveraineté populaire. Et si on confond effectivement la logique iranienne et la logique, je ne sais pas ce qu'en pense Denis, et la logique saoudienne, on va dans le mur, c'est évident. L'Iran est dans une logique, via des médiations, les frères musulmans qui sont par ailleurs sunnites, etc., peu importe, on est dans une autre logique qui est la logique de la modernité politique fondée sur la souveraineté populaire. Tout cela aboutit à une situation où, à l'heure actuelle, la revendication nationale reste extrêmement présente. Vous avez quantité de pays qui ont évidemment réglé, semble-t-il, quand les conditions économiques, géopolitiques sont réunies pour cela, et bon, je m'étends un peu sur eux, toutes ces questions. Et puis vous avez d'autres pays qui sont, par définition, des pays dont l'identité nationale est problématique, et pas simplement la Belgique ou l'Irak. Il y a un moment où je me permets une comparaison entre Belgique et Irak qui peut paraître un peu violente. Enfin, je pense surtout pour les Belges, peut-être pour les Irakiens aussi. Mais en même temps, il est clair que nous avons sous les yeux des situations qui sont des situations extrêmes. Je terminerai en disant que quand je consacre la deuxième partie de mon livre à ce que j'appelle la construction poétique, pour simplifier, la thèse est construite en 3 temps sur l'invention démocratique, je n'y reviens pas, sur la construction poétique qui est le résultat de cette invention démocratique, et enfin sur le fait qu'au total, la nation, c'est une ressource politique. C'est ça qui, évidemment, peut nous préoccuper dans le contemporain quand on parle de Kurdistan, Écosse, Catalogne, Nouvelle-Calédonie, après tout, etc. Et quand on parle d'Israël-Palestine, ce que je voudrais simplement indiquer, c'est que la construction poétique, et quand je dis poétique, c'est au sens de Paul Valéry, poétique, c'est-à-dire le symbolique, je suppose que les anthropologues peuvent me suivre au moins en partie là-dessus, à quel point le symbolique construit le politique. Eh bien, c'est là, évidemment, qu'on se rend compte que la situation israélo-palestinienne, c'est le seul moment où je ferai vraiment une incursion là, sur ce terrain, à titre personnel, coche toutes les cases, dirait-on trop souvent aujourd'hui, qu'il s'agisse de la question des espaces symboliques. Je consacre tout un chapitre à cet emboîtement du nom, des frontières et de la capitale. Le nom, l'exercice auquel je me livre concerne le nom de Macédoine, par exemple, à quel point le nom de Macédoine était problématique du point de vue grec. Bon. Mais vous imaginez bien que le nom, d'où vient la logique de Palestine, d'où vient la logique d'Israël, les frontières, inutile de vous faire, si j'ose dire, un dessin, la capitale, qui est une question importante, sinon capitale, dans beaucoup d'autres pays. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Égypte, je vous rappelle que l'Égypte est en train de changer de capitale. Donc, la logique des espaces, la logique, bien sûr, des langages, le langage qu'est la langue et le langage qu'est la religion. Il est quand même intéressant de voir que la démarche d'Eliezer Perlman, c'est une démarche qui tient compte d'un héritage allemand, l'importance de la langue dans l'identification d'une nation, et en même temps d'un séjour de Perelman en France. C'est en France que tout ça se cristallise. Et enfin, la logique de ce que j'ai appelé les enchantements, c'est-à-dire penser aux travaux de Avner Ben Amos, etc., sur la manière dont, évidemment, le mouvement sioniste et Israël, mais je laisse la parole à Denis, construit, mais évidemment imperturbablement, sur le modèle de toutes les autres logiques nationales, qui ont été souvent déconstruites par nos collègues, quand il s'agit de la déconstruction
du récit national, chaque universitaire est très fort. Ce que je constate, c'est que le métier des universitaires est certainement de déconstruire, et le métier des sociétés, c'est de reconstruire le lendemain matin. Et effectivement, emblèmes, monuments rituels, récits, dans lesquels, entre autres, les historiens jouent leur rôle, tout ceci n'appartient pas au passé, mais au présent. Je vous conseille de voyager, vous l'avez sans doute fait, dans les républiques d'Asie centrale qui ont succédé à l'effondrement de l'Union soviétique. Vous avez sous les yeux l'état de reconstruction ou de construction du récit national qu'on a pu analyser de façon critique, enfin au sens scientifique du terme, à propos de la France, d'Ernest Lavis et compagnie. Ben, c'est ce qui se passe exactement quand vous êtes en Ouzbékistan ou en Kirghizie. Donc, nous sommes dans une période où la mondialisation, je termine là-dessus, la mondialisation est incontestable. La pandémie est une preuve supplémentaire avant les suivantes qui nous attendent au tournant de la mondialisation. C'est extrêmement naïf, si je peux me permettre là un jugement de valeur, pour une fois, c'est extrêmement naïf de penser que la mondialisation produit du mondialisme. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un lien. Et à l'heure actuelle, la logique nationale, y compris avec ces logiques de fermeture, voire de guerre, a clairement le vent en poupe. Donc de m'avoir invité. Alors c'est vrai que moi je vais recentrer un petit peu la discussion sur le cas du sionisme, puisque c'est pour cela que vous m'avez invité. Je voudrais tout simplement faire, non pas une correction, mais une précision par rapport à l'exposé de Pascal Horry. À plusieurs reprises, il a parlé à la fin de Eliezer Perlman. Je suis convaincu que vous ignorez qui il est parce que vous le connaissez sur son pseudonyme hébraïque qui est Eliezer Ben Yehuda. Donc voilà, et je connais suffisamment le public pour savoir que personne ne sait qu'il s'appelait Perlman parce qu'il a hébraïsé son nom, donc le rénovateur de la langue hébraïque. J'ai été bluffé, je dirais, par la perspective très large. Alors c'est vrai que vu d'Israël, j'y retrouve comment dirais-je, je le dis avec un tout petit soupçon d'ironie, mais pas plus que cela, c'est-à-dire cette tentation franco-centrée de ramener l'évolution du monde à l'évolution française, même si je reconnais bien effectivement que incontestablement la Révolution française, avec l'idée de la nation, avec l'idée du citoyen, des droits de l'homme, a forger le vocabulaire moderne dans lequel le politique s'est défini depuis. Je suis moins sûr que la Troisième République ait eu ce même impact, même si effectivement la lecture que vous en avez faite était très éclairante et j'aurais à réfléchir sur la pertinence, non, je dirais de l'impact qu'aurait eu le moment Napoléon III, Boulanger et surtout affaire Dreyfus, parce que d'une certaine manière, l'affaire Dreyfus, elle est la confrontation en acte de cette compétition entre deux types de nationalisme que plus tard d'ailleurs Hans Kohn, qui était un sioniste mais qui a quitté la Palestine, va conceptualiser sous la forme bien connue et qu'on continue d'ailleurs d'enseigner en sciences politiques lorsqu'on parle de la nation, entre nation civique et nation ethnique. Alors moi je voudrais peut-être singulariser ou spécifier et en même temps toujours rester dans cette perspective comparatiste concernant le sionisme. Et je voudrais le faire à partir de deux lectures, on va dire complémentaires, mais qui se superposent mais qui ne se confondent pas. La première, elle concerne l'apparition du sionisme à la fin du XIXe siècle, que j'ai moi-même les ouvrages, dans les articles, etc., ou dans mes livres, vu comme l'expression d'une politisation du fait juif, mais pas une politisation première, comme beaucoup de sionistes aiment ou tendent à dire, mais en fait comme la dernière venue des tentatives de politisation du fait juif. La première étant effectivement celle de l'émancipation des juifs, celle qui consiste à dire pour résoudre la Judenfrage, la question juive, rien de tel que d'offrir non seulement la citoyenneté aux Juifs de France, non seulement abolir les discriminations dont ils étaient l'objet. Il faut bien comprendre que le caractère révolutionnaire de la Révolution française et de l'émancipation, c'est qu'il ne s'agissait pas de dire
y compris Clermont-Tonnerre. Il s'agit, c'est pas de dire vous êtes une minorité étrangère, mais on va vous intégrer dans le cadre de la monarchie, puis ensuite de la République. Non, on va faire de vous des membres de la nation française. Et là, il y a effectivement quelque chose qui est révolutionnaire, tellement révolutionnaire qu'il va toujours y avoir dans l'histoire de France des forces politiques qui ne vont pas, aujourd'hui peut-être un peu plus quand même, mais enfin, en tout cas au XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle, qui n'ont pas admis cette possibilité-là que des Juifs dont on aurait pu admettre qu'ils puissent vivre en France, mais certainement pas de les considérer comme membres de la nation française, puisque, et en cela c'est effectivement une révolution, puisqu'on invente le modèle d'une nation civique, juridique, qui ne tient plus ni à un élément confessionnel, être catholique par exemple, voire protestant, être chrétien, mais on détache ça en disant il suffit de vivre sur le territoire, de faire partie du contrat social et législatif, etc., de payer ses impôts, de se mobiliser à la guerre quand il y a la levée en masse. Et donc, les Juifs non seulement bénéficient de l'émancipation, des droits du citoyen, mais font partie de la nation française. Et ça, c'est le premier modèle de politisation des Juifs, que les Juifs d'ailleurs vont accepté largement sous la forme de ce qu'on va appeler ce franco-judaïsme, qui d'ailleurs, contrairement à la notion de franco-judaïsme, n'entendait pas maintenir sur un pied d'égalité les deux avec un trait d'union pour les rassembler, mais bien établir une hiérarchie entre deux sphères différentes, une sphère qui est, et là je parle sous le contrôle bien sûr de Martin Cohen, spécialiste du franco-judaïsme, une identité nationale et civique française et une identité juive qui passe par sa confessionnalisation, sa reconfessionnalisation, ce qu'on a appelé également français de confession mosaïque. Ça, c'est le premier modèle. Il va générer effectivement ces forces réfractaires, récalcitrantes à cette intégration des Juifs dans la nation française. Il n'est pas question que vous puissiez être, ces Français de papier puissent être considérés comme Français de souche, quand bien même ils deviennent autochtones à force de naître sur le sol français. Ils ne comprendront, rappelez-vous la phrase de Maurras, ils ne comprendront jamais Racine comme nous pouvons le comprendre, etc. Cela va générer un antisémitisme social, biologique, politique, le politique étant certainement le plus dangereux, puisqu'il vient remettre en cause les droits et l'intégration de ces Juifs dans la nation, et va apparaître un autre modèle, et pas seulement d'ailleurs en France, et pas d'abord en France, mais un autre modèle de politisation des Juifs, celui qui va être porté par la révolution socialiste. Le marxisme, toutes les formes de socialisme qui vont mettre en avant effectivement cette dimension de la classe sociale, du prolétariat, et vis-à-vis duquel on dit voilà, les Juifs on va résoudre ce problème de l'antisémitisme parce que il est bien entendu la conséquence d'un système bourgeois capitaliste qui ne peut pas les intégrer jusqu'au bout. Et bien cette question va se résoudre dans le cadre de la révolution mondiale, dans le cadre de la révolution prolétarienne, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si bien entendu la majorité des Juifs n'ont pas été de gauche ou associés à des mouvements révolutionnaires, il est vrai en revanche qu'on retrouvait dans ces mouvements-là une proportion de Juifs, tant au niveau des leaders qu'au niveau des militants, beaucoup plus importante que leur représentation à l'échelle de la nation, que ce soit chez les Russes et les Allemands, etc. Ça, c'était le deuxième modèle. Et puis, un troisième est apparu, et c'est effectivement, parce que, voilà, alors c'est là où le 19e siècle, c'est quand même, au niveau politique, c'est l'affrontement entre deux catégories fondamentales, celle de la classe et celle de la nation. Okay ? Et effectivement, le sionisme va apparaître comme la troisième tendance, la troisième option, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les partisans de l'émancipation et les partisans du socialisme vont être anti-sionistes. Hein, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'ils l'ont été, mais de la même manière que les sionistes et les socialistes étaient hostiles à l'émancipation, et de la même manière que les forces émancipatrices et les forces partisanes au sionisme étaient hostiles à la révolution. Il y avait compétition. Il faut bien comprendre que, en fait, en Europe principalement, et par la suite également en Afrique du Nord et dans le Maghreb et dans le Mashrek, les Juifs vont être confrontés, en fait, intellectuellement parlant, sinon politiquement parlant, à l'une de ces trois options.
que d'ailleurs dont je dois dire que j'aime bien me servir de cette typologie d'un politologue américain que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Albert Hirschman, qui avait, à partir d'une étude sur le marketing, c'est-à-dire comment on se rapporte à un produit, avait dénoté 3 comportements qui me paraissent être correspondre à ces 3 options. Il appelait ça loyalty, voice and exit. Loyalty, c'est la loyauté, c'est-à-dire on est pour l'émancipation et on fait avec, même si ça génère un peu d'antisémitisme, mais on reste fidèle au produit qu'on nous a proposé, celui de l'émancipation. Le voice, c'est les protestataires, c'est ceux qui disent non, il faut faire du passé table rase, il faut changer l'ordre du monde, l'ordre capitaliste, bourgeois, etc. Et c'est le voice, c'est donc les partisans de l'option révolutionnaire. Et puis il y a ce qu'il appelait l'exit. Alors, en termes de marketing, c'est celui qui dit ben, moi je change de produit, ça m'intéresse plus votre produit, et je vais pas écrire à l'entreprise pour dire votre produit comporte beaucoup est défectueux. C'est celui qui dit qu'il abandonne et qui va prendre la tangente. Et cet exit, bien entendu, c'est le sioniste, ceux qui dit écoutez, non, nous on s'en fout de savoir si l'Europe va se régénérer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, dans le sens de l'émancipation qui est quand même plus favorable aux Juifs que le nationalisme type Barès, Maurras, voire fascisme ou nazisme à plus forte raison. Non, non, nous on va choisir d'aller en Palestine, on va voir ailleurs plutôt que de voir comment les choses évoluent en Europe. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, le sionisme donc, est la dernière question nationale apparue, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et évidemment, elle va se confronter à la fameuse réalité que sur cette terre, certes, même Zangwill ne disait pas qu'elle était vierge et qu'elle était vide, elle disait qu'il n'y avait pas de peuple dessus, c'est-à-dire effectivement, on n'a pas les premiers sionistes, en tout cas, n'ont pas perçu. Certes, ils ont perçu qu'il y avait le fameux Perlman, Elzer Benita, quand il débarque à Jaffa, il dit oulala, je crois que la terre était vierge, mais pas du tout. La terre, elle est arabe. Comment on va faire? Comment ça va évoluer? Il s'interroge, il s'inquiète même de la chose. Donc, c'est pas qu'on ne voit pas, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas à ce moment-là de revendication politique. Mais elle va venir après la Première Guerre mondiale, et je ne vais pas faire la description. Mais le fait est qu'à partir du moment où ces provinces arabes de l'Empire ottoman sont détachées de l'Empire ottoman, qu'il n'y a plus d'Empire ottoman, que le nationalisme l'emporte, eh bien, c'est vrai que plutôt que d'un nationalisme arabe ou pan-arabe sur l'ensemble des provinces arabes de l'Empire ottoman n'est pas reconnu, n'est pas admis, et en revanche, on découpe le territoire, et à ce moment-là, bien sûr que la confrontation, elle va se faire entre les Arabes de Palestine et les Juifs de Palestine, parce que leur projet national va être, va rentrer en collision, ne serait-ce que parce que les Arabes de Palestine comprennent très bien que même s'il y a des mandats britanniques ou français sur chacune des régions, il est quand même bien précisé explicitement dans les textes mandataires que la finalité de la présence française et britannique, c'est de préparer les autochtones à l'indépendance. Bien entendu, on ne précise pas quand cela aura lieu, et ça aura lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que la Grande-Bretagne et la France ne sont plus des superpuissances, mais des puissances certes alliées, certes vainqueurs. Elles obtiennent un siège à l'ONU, mais elles ne sont plus en mesure de justifier ou de légitimer leur autorité. Ça va être le début de la décolonisation qui va se faire globalement sans trop de heurts, sauf la guerre d'Algérie, l'Indochine, le Kenya. Il y a comme ça quelques exceptions, mais pour le reste, ils quittent les territoires. Et bien entendu que les Arabes de Palestine comprennent dès 1920 que la finalité du mandat britannique sur la Palestine, c'est pas de préparer les Palestiniens, les Arabes de Palestine à l'indépendance, comme les Arabes de Syrie à l'indépendance ou les Arabes du Liban ou de l'Irak à l'indépendance. Là, le projet est déjà tout ficelé. La Palestine est réservée aux Juifs. Et bien entendu que les Arabes de Palestine vont faire tout ce qui est en leur possible pour s'opposer à la réalisation du projet, tant qu'il n'est pas encore advenu. Je définis la déclaration Balfour comme le pas dans la porte. Le sort de cette région n'est pas encore complètement déterminé. Et donc, les sionistes mettent leurs pieds et avec la liberté d'immigrer, parviendront finalement à progressivement, mais non sans guerre et non sans violence, à finalement établir leur État. L'apparition du sionisme, d'abord comme une des options politiques qui s'ouvrent aux Juifs. On pourrait dire d'ailleurs qu'en 2021,
l'option révolutionnaire, c'est terminé. Non pas qu'il n'y a pas des juifs encore qui sont leaders ou militants de partis communistes, socialistes, etc. Mais globalement, ils n'ont plus de masse derrière elles, comme ils pouvaient l'avoir avec le Bund au début du XXe siècle et jusqu'en 1940, jusqu'à la Shoah. Finalement, il ne reste que deux options, l'option de l'émancipation et l'option d'Israël. Et le point commun d'ailleurs entre les deux, c'est que au XXe siècle, le mouvement d'émigration des Juifs, c'est pas simplement de partir vers telle ou telle direction, c'est pas la géographie ici qui compte, c'est la politique justement, c'est-à-dire on émigre tous vers des États de droit, soit Israël parce qu'on va nous accorder la citoyenneté automatique, et c'est le cas encore aujourd'hui, comme vous le savez, la fameuse loi du retour, soit on va dans des États de droit dont on évalue qu'ils ne vont pas tomber de nouveau dans la collaboration avec Vichy, dans le nazisme ou le fascisme, etc. Et en tout cas, envers lesquels on a suffisamment confiance pour se dire qu'on ne se trompe pas. Voilà. Et si on voit encore une fois ce mouvement d'émigration, le juif errant est vraiment juif errant au XXe siècle, on voit bien qu'en 2021, qu'est-ce qui reste? Allez, 1% des juifs du monde qui se retrouvent encore dans des pays dans lesquels leur situation est un peu précaire. Et j'ai envie de dire, allez, c'est l'Iran, et encore, elle est plus ou moins protégée, même si elle doit montrer patte blanche, mais voilà, c'est tout. Tout le reste, vous n'avez plus de juifs, ni dans les pays arabes, ni dans les pays communistes, etc., ou en tout cas très très peu, de telle sorte que, voilà, c'est bien un choix politique qui a été fait, et que ce soit celui d'Israël, ou de l'Europe occidentale, ou des États-Unis, ou de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine ou le Chili, ça revient au même, c'est bien vers des États de droit dans lesquels c'est bien une émancipation ou une auto-émancipation qui reste finalement le choix politique des Juifs dans ce fin de XXe siècle et début de XXIe siècle. La deuxième chose, c'est cette idée comment dirais-je, de l'évolution de la nation vers le nationalisme. Alors, d'abord, je n'y verrais pas une fatalité, je n'y verrais pas, je pense que voilà, il y a des retours de balancier, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que voilà, je n'y vois pas un déterminisme, mais je dirais quand même, et là je voudrais me fier, je suis convaincu que Pascal Horry sait à quel livre je fais référence, à ce philosophe politique, Michael Walzer, qui a écrit un livre il y a 3 ou 4 ans, 2017 il me semble, dans lequel il analysait plusieurs cas de nationalisme né sur les fonds baptismaux, alors sinon de la République, mais en tout cas de la souveraineté populaire, de l'égalité, de la liberté, etc., et qui ont fait tous régression. Et les cas, bien entendu, c'était l'Algérie, l'Inde et Israël, en disant voilà, le mentionnisme, le mouvement Gandhi, le FLN, tout ça sont apparus là. Et je crois que la variable ici intéressante à retenir, c'est effectivement celle de la religion. C'est-à-dire 3 projets nationaux qui étaient à la fois indépendants, ou en tout cas dans un rapport critique ou dialectique avec le fait religieux qui les précède, en le dépassant, en le sécularisant. Et c'est vrai qu'à cet égard, il m'arrive souvent de définir le sionisme quand je veux l'étudier dans une longue durée d'histoire juive en disant le sionisme, c'est la promesse messianique sécularisée. C'est-à-dire là où le messianisme dit ne vous en faites pas, ne vous lamentez pas sur l'exil, ou plutôt lamentez-vous, mais vous pouvez toujours prier parce qu'à la fin des temps, vous reviendrez sur les ailes de l'aigle, citation de la Bible, sur la terre de Sion, sur la terre promise. Donc, vous voyez, un messianisme qui dispense de tout activisme politique puisque Dieu s'en chargera à la fin des temps. Le sionisme n'est ni plus ni moins que la sécularisation de ce message, en ce sens qu'il dit oui, retour à la terre promise, mais on n'attend pas Dieu que le fasse, c'est nous qui nous en occupons tout seuls. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les orthodoxes étaient fulminés contre le sionisme, parce qu'il l'interprétait ou il édulcorait ou l'usurpait le message, ne serait-ce que sur cette dimension du temps, puisqu'il fallait passer de l'un à l'autre. Alors, c'est vrai que ce sionisme-là, le sionisme dominant des années 20, 30, 50, donc c'est fait sur cette, et là c'est très important, et là ça converge complètement avec votre explication, Pascal Horry, c'est-à-dire sur un particularisme, mais on va dire transformé ou pas transformé, on va dire atténué par un projet universel.
le kibboutz en étant en quelque sorte l'incarnation. Voilà, le kibboutz, c'est pas simplement comment on va s'en sortir économiquement en Palestine, c'est on va vendre un modèle au monde entier d'un collectivisme volontariste dans lequel il n'y a pas de salariat, etc., etc. Donc voilà, et je dirais que l'intégration de ce sionisme socialiste ou constructiviste dans l'international socialiste, c'était une manière d'introduire dans ce particularisme qu'est le sionisme objectivement une dimension d'universalisme, de problématique universelle. Et je voudrais terminer pour dire quand même en quoi le modèle d'Israël, dès le départ, comportait le risque de cette dérive. Vous avez posé au tout début la question, mais est-ce que finalement c'est un accident ou est-ce que c'est finalement une pente fatale? Alors, je ne serais ni dans l'accident ni dans la pente fatale. Je dirais simplement, c'est encore une fois une option qui était possible et dont on voit avec la loi d'État-nation sur le peuple juif et avec, alors je ne vais pas dire la victoire parce que les choses sont pas, surtout aujourd'hui, sont pas véritablement tranchées, mais incontestablement, on voit bien que la logique nationaliste l'emporte sur la logique nationale avec cette ouverture universelle, que ce soit par le kibboutz ou par l'intégration au socialisme. Le sionisme n'a pas, et là c'est là où le lien avec la religion est quand même reste encore, même dans ce sionisme-là, aussi sécularisé soit-il. Et ça, c'est depuis 1949. Ça n'a pas commencé avec Netanyahou ou avec Menachem Begin. C'est déjà dès le départ. L'État d'Israël ne fabrique pas, n'institue pas une nation israélienne, au sens où la France institue une nation française, au sein de laquelle font partie de la nation tous ceux qui y vivent. Nous vivons en Israël depuis 1949, okay, sur le découplage, sur la dissociation entre citoyenneté et nationalité. Et là, je dirais que ce n'est pas simplement lié à la religion, c'est lié aussi à l'idée que ce que Finkielkraut appelait les petites nations qui veulent se prémunir de l'assimilation et qui ont tellement cherché à se prémunir de l'assimilation que quand elles sont à l'origine, parce que qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est l'idée de ne pas se greffer sur une nation existante, mais d'être à nous seuls le point de départ, le noyau dur d'une nation. Mais une nation qui est exclusive, puisque le seul moyen de s'introduire dans cette nation juive, et moi, pour le coup, j'insiste sur le passage de peuple juif, on peut faire partir du peuple juif en diaspora, à l'idée de nation juive qui, elle, suppose et implique et exige et requiert le départ en Israël et le fait de s'établir en Israël. Donc moi, je parle de peuple juif et je le dis, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas la définition de État du peuple juif, je préfère État de la nation juive. Alors, il y a donc là la tentative, mais avec beaucoup de risques, d'un nationalisme qui n'est pas inclusif, ne dit pas aux Arabes, vous allez vous hébraïser, nous allons former ensemble une nation. Et j'insiste là-dessus, non pas parce que, pour reprocher quoi que ce soit, je dirais, au sionisme ou à Israël, mais parce que s'il y a bien un point commun entre juifs et arabes, ou juifs et palestiniens, citoyens israéliens, c'est que nous sommes convaincus, et eux et nous, à part égale, que nous ne faisons pas partie du même peuple. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur le modèle d'une nation artificielle, c'est-à-dire celle qui consiste à estimer horizontale, qui consiste à dire tous ceux qui sont dans le territoire font partie d'une même nation. Nous restons fidèles à ce modèle, et certainement que la religion l'explique en partie, mais pas uniquement, parce qu'on est au Moyen-Orient et que les religions ont un impact. Et le sionisme a cette prétention, enfin en tout cas pour la part, on va dire, de gauche ou centriste, ou à cette prétention universaliste, d'inventer un nouveau modèle dans lequel les identités ne doivent pas être retirées dans la sphère privée, dans lequel les religions ne doivent pas devenir invisibles, mais où on inventerait un modèle où comment dirais-je, où ça pourrait tenir ensemble. Alors, par rapport à cette variété, cette diversité intrinsèque de l'État d'Israël, puisque vous avez 20%, ce n'est pas une minorité de 3, 4 ou 5%, c'est 20% de la population israélienne qui est arabe,
essentiellement musulmane, 10% de chrétiens au sein de ces 20%, donc c'est 100 000 personnes, 120 000 environ, 100 000 druzes également, mais 80% de cette population arabophone et musulmane, eh bien, je dirais que qu'est-ce qui a changé de la déclaration d'indépendance à la loi d'État-nation sur le peuple juif? Eh bien, c'est que la déclaration d'indépendance reposait sur les deux pieds. C'est-à-dire, en même temps qu'on affirme le caractère juif au sens de majorité, et j'insiste sur l'idée de la majorité, c'est d'ailleurs la raison, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais je vous fais une toute petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle le modèle colonial ne peut pas fonctionner totalement quand on l'attribue au sionisme. Parce qu'un modèle colonial se fout royalement de savoir si la majorité est européenne ou pas. Si on est aussi obsédé de la majorité, c'est qu'on sait bien que pour rester une démocratie, il faut donner le droit de vote. Et c'est la raison pour laquelle on est amoureux du statu quo à droite, parce que ça permet de ne pas résoudre le problème de l'intégration politique des Palestiniens en territoire occupé et en Cisjordanie. Donc, ce que la déclaration d'indépendance, qu'est-ce qu'elle dit? D'un côté, elle dit on affirme la judéité de l'État, c'est bien un projet national que les Juifs ont souhaité pour eux-mêmes, okay, d'une part, mais d'autre part, le deuxième pilier, et après on peut dire c'est contradictoire, ça ne va pas, ça ne tient pas debout, le trait d'union est là, on est un État démocratique, et c'est cette expression de juif et démocratique. Et ce qu'a fait la loi sur l'État-nation du peuple juif, eh bien pour la première fois on a un texte de loi où seul un aspect apparaît, l'aspect primordial, le peuple juif, et la langue arabe, quand on s'y réfère dans ce texte, elle dit la langue arabe n'est plus une langue officielle, elle est une langue qui est parlée par les 20%, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a aggravé ou on a accentué cette logique, et je terminerai par là, c'est-à-dire que dans un État tel que est structuré Israël, c'est-à-dire il n'y a pas de nation israélienne, il y a une citoyenneté israélienne, il y a une commune, et ça a du sens. Je dis toujours à Shlomo Sand, notamment dans une polémique, quand il dit ça appartient plus à un juif de Paris ou un juif de New York. Pas du tout, parce que si le juif de New York ou de Paris se casse la gueule à Tel Aviv, il est obligé de se faire rapatrier, et s'il va dans un hôpital public, il faudra qu'il paye plein pot. Un arabe israélien, s'il se casse la gueule à Tel Aviv, il rentre à l'hôpital et il ne paye aucun centime parce que donc on ne peut pas nier l'importance de ce civisme-là. Mais c'est vrai que le problème de ce modèle-là, c'est que certes, il sait faire avec la différence, et c'est pour ça qu'en Israël, vous ne pouvez pas imaginer de problème du voile ou de loi sur le voile. Et je rappelle toujours qu'en Israël, c'est au contraire, dans un établissement public, on est obligé d'accepter tous les signes ostentatoires, alors que dans une école privée en Israël, c'est à la direction de décider quel signe ostentatoire religieux elle accepte ou elle refuse, puisque c'est une école privée. Donc vous voyez, c'est la logique inverse de la logique républicaine, parce qu'il n'y a pas ce vœu d'intégrer, comment dirais-je, de modifier ou de changer l'équilibre ou de renverser l'équilibre culturel de la population arabe. Elle reste arabe, elle reste palestinienne, elle reste musulmane, et il n'y a pas de vocation à la modifier ou à dire seulement qu'elle l'intègre dans la sphère privée. En revanche, quel est le problème de ce modèle? C'est le problème de l'égalité. Parce que quand vous avez, au nom du respect des identités, une école hébraïque et une école arabe, alors c'est très bien en termes de respect de la personnalité culturelle et linguistique de la population arabe. En revanche, le problème, c'est que au niveau du financement, on va trouver des inégalités. Donc voilà, en ce sens, le modèle d'Israël n'est pas celui de la République. J'aimerais républicaniser un peu plus l'État d'Israël, et on y travaille par des initiatives, mais qui ne sont pas de même nature qu'un projet républicain. Mais il est vrai que nous sommes à la croisée des chemins, et là je suis complètement l'évolution, je la déplore en tout cas, d'une nation évoluant vers un nationalisme exclusif, à ceci près quand même, et je finirai sur une note optimiste, que nous sommes peut-être aujourd'hui à la veille d'une révolution politique en Israël, puisque après 73 ans, pour la première fois, un parti arabe, qu'il soit islamiste ou modéré, importe peu pour le coup, fait partie d'une coalition, signe un accord de coalition, et de ce point de vue-là, met fin à un tabou
qui existait depuis 1949. Certes, ils disposaient d'une représentation politique, mais comme disait Georges Lavaux, avec une fonction tribunicienne, c'était là pour dire voilà ce qu'on pense, mais en sachant bien qu'on ne serait jamais écouté. Là, pour le coup, ils sont intégrés dans le jeu politique. En ce sens, je dirais qu'il y a en Israël un combat qui n'est pas perdu, même si on voit comme la collision est très forte. Hein. C'est tous ceux qui disaient il y a 10 ans la gauche, la droite, blanc bonnet, bonnet blanc, c'est tous les mêmes, etc. Aujourd'hui, ils sont bien obligés de reconnaître que c'est pas le cas, et on le voit autour de cet événement, encore une fois, qui doit être confirmé la semaine prochaine par le vote à la Knesset. Si pour la première fois donc un parti arabe non seulement est représenté à la Knesset, ça ils le sont depuis 49, mais fait partie de la coalition gouvernementale et négocie, devient politiquement un acteur mature, adulte, majeur et avec lequel désormais il faudra toujours compter. Denis, c'était capital d'en arriver à la situation aujourd'hui, mais ce qui nous préoccupe, c'est les violences qui se passent actuellement. Et ça, tu n'en as pas du tout parlé. Enfin bon, peut-être que ça va venir dans le débat. Enfin, oui, voilà, je dirais un mot. Je n'en ai pas parlé parce que pour moi, le débat avait une valeur, je dirais, théorique, mais oui, fondée sur l'histoire. Cela montre bien l'importance. Mais voilà, je dirais qu'une chose. Comment les gens peuvent comprendre qu'il y a 15 jours, des Juifs et des Arabes, c'est pas Juifs et Arabes, c'est des Juifs et des Arabes se cassent la gueule et lynchage réciproque et brûlent des synagogues, etc. Et 15 jours après, un parti arabe islamiste modéré entre dans une coalition gouvernementale. Ça demande beaucoup d'explications. J'espère en avoir fourni une partie, mais ça montre bien que c'est pas réductible ni à Israël au bord de la guerre civile, ni Israël démocratie rêvée où le seul pays occidental où un parti islamiste fait partie d'une coalition, c'est Israël. Voilà, c'est entre ces deux pôles-là qu'il faut centrer l'analyse. Petite remarque simplement parce que c'est la première fois à partir de ce livre que j'entends dire que au fond, j'ai une vision très franco-centrée parce que quand j'ai relu mon livre la première fois, je me suis rendu compte que la France occupait très peu de place dans le livre. Et j'en suis très content. Parce que pour moi, la révolution anglaise de 1688, même la révolution néerlandaise, sont principielles. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans le détail. Et je pense que je consacre presque plus de place à la Suisse qu'à la France. Je voudrais le rappeler pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. Donc, simplement, je signalais, avec un peu d'ironie, qu'on pouvait attribuer à la France l'invention, entre guillemets, après on peut discuter des détails, mais quand même, je maintiens ça, de la démocratie autoritaire moderne et du nationalisme. Bon, donc, non, franchement, c'est assez peu cocardier comme perspective, et je ramenais absolument pas ça à la situation française. Ça m'avait frappé de voir simplement que ça se passait lorsque, et là la France était en effet pionnière, c'était la Troisième République, en train d'expérimenter en Europe une république démocratique et de surcroît laïque. Parce que je ne suis pas entré dans cette question, mais le fait qu'il y ait dans le modèle français la laïcité, d'où d'ailleurs, je vous signale le lien avec le mouvement Jeune Turc, hein, bon, la laïcité, c'est que c'est la 4e révolution, ce n'est que la 4e, elle arrive en 4e. Les 3 premières n'ont aucun problème avec la religion puisqu'elles sont adossées à la religion qui est la religion protestante. Et la 4e a un problème avec la religion parce qu'elle ne peut pas s'adosser la religion catholique. Voilà. Et ça génère un autre modèle. Donc, je signale au passage. Mais le mouvement, il est lancé indépendamment de la France. Bref. Bon. Mais non, pour le reste, ma petite contribution à la question de Michel, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais les violences, etc. Bon. Pour continuer d'ailleurs dans la perspective de Denis, plutôt que de la contredire, je pense quand même que ce succès du nationalisme d'exclusion, et je ne vais pas préciser plus, je renvoie un petit peu aux pages que je consacre à ça, mais on est visiblement d'accord là-dessus. Ce succès est d'abord dû au fait que le XXe siècle a été le lieu de la grande expérimentation internationaliste qui s'est appelée la Révolution d'octobre. Quand vous créez un État qui s'appelle Union des républiques socialistes soviétiques, il n'y a aucune référence à la géographie, le monde entier peut devenir une URSS. Eh bien, ça ne s'est pas produit. Ça a pris 75 ans pour voir que ça ne s'était pas produit. Le XXe siècle, ça dure 75 ans, et c'est le XXe siècle qui est ouvert par la Révolution d'octobre, dont on ne dit pas assez qu'elle ne renverse pas le tsar, mais un social-démocrate qui s'appelait Kerensky, bon, et que les mesures émancipatrices avaient été prises par la Révolution de février, pas par celle d'octobre, mais ça c'est un autre problème, ou pas d'ailleurs, et ça se clôt avec la chute du mur de Berlin, ça fait 75, enfin, pour simplifier, c'est 1914, 1989. Et donc,
à partir du moment où le XXe siècle est le lieu de l'échec de cette perspective, qui avait plusieurs caractéristiques marxistes, etc., mais entre autres internationalistes, il est évident que le national, sous toutes ses formes, un nationalisme modéré, enfin le national, disons, d'ouverture, comme le national de fermeture, ont un boulevard. Denis, la solution numéro 2, elle a fait pchit. C'est le constat d'aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'après-demain, bon, pour l'instant, on en est là. Et deuxième constat, alors pour faire référence pas simplement à Michael Walzer, mais plus généralement à d'autres pays pour faire un pas de côté, pour montrer à quel point ce qui se passe en Israël, c'est quand même ce qui se passe dans beaucoup d'aires culturelles, l'Inde. Je voudrais rappeler qu'effectivement, la plus grande démocratie du monde, entre guillemets, et je retire les guillemets, pour moi c'est vrai, c'est l'Inde. Le plus grand parti du monde, je le signale dans mon bouquin, c'est le BJP, qui a plus d'adhérents que le Parti communiste chinois. Donc le parti nationaliste et hindouiste. Et effectivement, pour aller dans la continuité de ce qu'disait Denis Charby et de cette analyse générale, vous avez les deux échecs du Parti du Congrès. Vous avez d'abord le fait que le Parti du Congrès ne peut pas empêcher la Ligue musulmane de créer le Pakistan. Ça s'appelle une tragédie. Vous avez la différence entre le drame et la tragédie. C'est-à-dire quand vous ne parlez pas le même langage. Donc vous ne pourrez pas vous entendre, ça se termine mal. Grosso modo, la tragédie, c'est quand la solution est pire que le problème, mais c'est la solution. Ça met la définition de la tragédie. C'est exactement comme ça. Dans la perspective du Parti du Congrès, il ne doit pas y avoir de Pakistan. Eh bien, vous avez en face de vous des gens qui disent « mais on a compris, non, 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 on veut un Pakistan parce que nous serons toujours des inférieurs, etc. » Premier échec du Parti du Congrès. Deuxième échec, maintenant c'est un certain Modi qui prend le pouvoir, qui se fait réélire et qui est de surcroît hindouiste, alors que le Parti du Congrès, justement, n'était pas tombé dans le piège d'être hindouiste. Ça me paraît assez tendance, ça. Et que, évidemment, vous avez quand même compris que je suis en train de vous parler d'Israël, hein, en parlant de l'Inde. Bon, voilà. Donc ça, c'est important. Troisième remarque, tout à fait d'accord avec l'idée qu'on arrive à un moment où on voit clairement qu'il y a une nation juive. Et moi, je n'ai pas à être pessimiste ou optimiste. Je constate que si on est sur le court terme, mais vraisemblablement sur le moyen terme, voire sur le long terme, en tous les cas, pour le court terme, c'est clair, on voit bien que ce qui est en train, pour l'instant, bien entendu, de disparaître, en tous les cas d'être plus affaibli que jamais, c'est l'idée de nation israélienne. Donc si vous avez une nation juive et pas une nation israélienne, problème quand même, malgré le fait qu'un arabe qui se fait renverser par une voiture, mais face à l'immensité, et alors dernier point, à mon avis, les deux critères, alors là, froidement réel-politique, sont la démographie et la géopolitique. Et que c'est pour l'instant par la démographie et la géopolitique combinées qu'on peut résoudre ou ne pas résoudre. De toute façon, on résout toujours, une des résolutions étant le massacre, hein, je vous signale, c'est une résolution. Donc on peut résoudre cette situation. Je vous signale que par exemple l'émancipation ouïghour, sauf effondrement du pouvoir central chinois, c'est sans espoir. C'est sans espoir. Les Ouïghours sont démographiquement et géopolitiquement liquidés, abandonnés. Bon, voilà. Les Tibétains, ce serait peut-être un peu différent, et encore, et encore. Donc, où en est-on en termes démographiques et en termes géopolitiques? Et je n'apprendrai rien à personne en disant que la force du mouvement palestinien, c'est sa faiblesse. Et que alors, bien entendu, alors ça, les pages que je consacre au mouvement palestinien dans le livre sont entièrement fondées sur l'idée pas du tout géniale et répétée partout, mais qui me paraît évidente, que c'est construit en miroir aussi du sionisme, bien entendu. Mais passons là-dessus, non, ne passons pas là-dessus, c'est-à-dire que la logique devrait être de la cristallisation en deux États-nations. Deux États-nations. Ce qui voudrait dire quand même un État juif et non pas israélien. Problème. Hein. Pour l'instant, on en est très loin. Et je m'interroge sur le rôle de la géopolitique dans tout ça, qui jusqu'à présent a plutôt cultivé la guerre. On n'en est pas à 20h15 ce soir à la paix maintenant. C'est la guerre maintenant. Si on veut passer à la paix maintenant, bon, il faut quand même que la géopolitique change. Sinon, bon, la perspective est sombre. De la possibilité d'une reconnaissance d'une minorité nationale palestinienne en Israël même, dans le cas où il y aurait, comme ce que voudraient les post-sionistes, une nation israélienne territoriale et pas juive. Est-ce que ça empêcherait pas la reconnaissance d'une minorité nationale palestinienne dans l'État d'Israël? Et il y a une autre question.
On dit que souvent, le mouvement politique qui instrumentalise la religion. Est-ce que dans le cas du Hamas, on n'aurait pas l'inverse d'un mouvement religieux islamiste qui instrumentalise le nationalisme palestinien? Sur la question de l'histoire des révolutions, celle de 1789 avait une dimension égalitaire et sociale plus forte que les autres, et l'hymne national français a servi de référence dans le monde entier au XIXe siècle, même encore au XXe siècle au Chili. Voilà. Sur le Hamas, non. Le Hamas, c'est clairement un mouvement nationaliste. Moi, j'aime pas cet emploi excessif d'instrumentalisation. C'est une manière, en quelque sorte, péjorative de dire qu'il se sert. Non, c'est vrai qu'il a une dimension islamiste capitale. Il est convaincu qu'il l'interprète comme il doit l'interpréter. Après, il y a querelle entre eux. Il y a la même chose du côté juif, d'ailleurs. Hein. Mais on voit bien, le Hamas participe pas à la révolution islamique dans le monde. Le Hamas va pas aller en France, en Allemagne, aux États-Unis pour mettre une bombe. Il s'en fout de l'islamisation de l'Europe ou de l'islamisation. C'est pas son problème. C'est un mouvement nationaliste et qui en gros s'est constitué à partir du moment où le Fatah a évolué vers la reconnaissance d'Israël. Et donc, en gros, face à la question est-ce qu'on reste fidèle à l'objectif initial du mouvement national palestinien, c'est-à-dire on se débarrasse du sionisme et de l'État d'Israël, le Fatah ayant dit non, on va faire un État côte à côte, le Hamas reprend le même vocabulaire, le même objectif, à ceci près que voilà, il est bien obligé d'admettre que si ça un jour ça a lieu, ce sera à la fin des temps. Et pour donner plus de légitimité, parce qu'on est effectivement après la révolution communiste, après la crise du nationalisme arabe, eh bien il additionne, mais de leur point de vue. C'est pour ça que cette notion d'instrumentalisation, voilà, je suis un peu dérangé par l'aspect un peu péjoratif de la chose. Ils sont croyants, pratiquants, etc. Ils sont nationalistes, c'est-à-dire pour eux la terre doit rester, doit échoir aux Arabes palestiniens et de surcroît avec le drapeau musulman. Mais c'est absolument pas, comment dirais-je, le nationalisme et le nationalisme est l'élément fondamental sur lequel s'additionne la dimension musulmane, mais intrinsèque et pas du tout artificielle. Concernant la minorité nationale, cette question-là, quand vous avez deux collectivités qui ne parlent pas la même langue, okay, elle ne peut être résolue que, en général, par une création, je dirais, d'une identité transcendante, la Suisse, la Belgique, quand il s'agit de deux groupes, plusieurs groupes, à part égale. Voilà. S'il y avait, mais ça aurait pu l'être, mais voilà, l'histoire en a fait autrement, en 1948, la Nakba, etc. Si on en était à, et d'ailleurs c'est tout ce que dit la gauche depuis des années par rapport à la droite, si on se retrouve avec 50-50, alors c'est même pas la question de l'apartheid, etc. C'est que bien évidemment, on pourra plus réclamer l'exclusivité des symboles, hein, puisque c'est ce qui intéresse Pascal Horry. On pourra plus réclamer, moi je l'ai dit souvent, on peut imposer à 20% d'une population un drapeau bleu-blanc qui ne leur parle pas. On peut leur imposer un hymne national qui ne parle pas de ces 20% d'Arabes, à condition de ne pas leur demander de le chanter. Et effectivement, en Israël, on n'a aucun problème à ce que les Arabes israéliens ne chantent pas la tikva, puisque ça ne les concerne pas. Mais en revanche, si la population arabe devient 30, 40, 45%, il y a un moment où ça ne peut plus tenir. Si on est dans un modèle démocratique. Voilà. D'où la préférence pour le statu quo, parce que ça permet de pas le statu quo provisoire dur, mais qui dure, ça permet de ne pas résoudre la question des droits politiques des Palestiniens de Cisjordanie. D'où la revendication, effectivement, du maintien de l'État d'Israël tel qu'il est, mais en se coupant de la Cisjordanie. Ça, c'est ce que réclame la paix maintenant et en gros les partis de gauche en Israël, le Parti travailliste, le Meretz, et peut-être un peu aussi bleu-blanc. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut deux États. Parce qu'il vaut mieux préserver cette majorité juive. Majorité juive, j'entends par là majorité hébraïque, afin que l'espace public reste effectivement un espace public hébraïque.
Si demain il y a une majorité arabe dans le pays, bah alors pourquoi ça resterait un État juif au sens de État hébraïque? Pourquoi l'espace public serait-il généré en hébreu? Donc il passe à l'arabe. Et donc pour cela, il faut une minorité qui ne soit pas trop importante, mais effectivement, il faut lui offrir ce que l'État d'Israël s'est abstenu de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire des droits constitutionnels en tant que minorité nationale. Avec la forme d'autonomie, il y a une revendication d'université en langue arabe. Il n'y a pas d'université en langue arabe en Israël. Ben, peut-être qu'il faudra effectivement y accéder. Alors, le consensus, je dirais, même à gauche d'ailleurs, c'est que ceci pourrait être résolu dans le cadre d'une résolution du conflit. Alors, on peut dire, oui, mais c'est un bon moyen pour repousser à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, il ne faut pas attendre. Et donc, oui, offrir la possibilité à la population arabe israélienne, soit de se constituer comme enclave, si elle le désire, enclave arabo-musulmane, soit de lui ouvrir la porte de l'intégration civique, sociale, professionnelle, etc., qui leur permettrait d'avoir accès à tous les postes et à toutes les fonctions, sans pour autant remettre en cause leur personnalité culturelle arabo-musulmane ou arabo-chrétienne ou arabo-druze, etc. Je suis bien conscient qu'il y a plus de risques que ce modèle-là évolue vers ce sur quoi il évolue, mais attention, je pense que la variable du conflit génère cet arc-boutisme, je ne sais pas comment dire ça, le fait de s'arc-bouter sur une identité nationale juive exclusive parce qu'elle se nourrit de la contestation de l'État d'Israël. Je dis souvent, mais sans pour autant me défaire de nos responsabilités, mais je pense souvent que la contestation d'Israël tel qu'il est ne fait que nourrir cette volonté de s'arc-bouter sur un modèle juif exclusiviste. Alors, je voudrais revenir aussi sur le Hamas. D'ailleurs, je l'évoque rapidement dans le livre. Ce qui me paraît intéressant dans le phénomène, je suis tout à fait d'accord avec Denis, il s'agit d'un mouvement nationaliste palestinien, mais tellement représentatif de ces nouvelles générations, enfin même de 2 générations, qu'en effet, il a mis une religion en avant. Ce qui s'est déjà bien passé depuis 2 générations dans toute cette zone, et même au-delà, parce que c'est pour ça que je citais l'Inde, pour faire comprendre que c'est la même chose. C'est-à-dire que là aussi, ma génération a été élevée dans l'idée que, par exemple, au Proche-Orient, ce qui triomphait, c'était un modèle socialiste, nationaliste, laïque. Vous imaginez bien que quand on s'appelle Georges Habash, on a plutôt tendance à être laïque, parce que sinon, les Georges, ils seront complètement écrasés par les musulmans. Donc, il est évident qu'on est passé d'un moment où le mouvement palestinien surreprésentait, alors pas les juifs en quelque sorte, mais par exemple les chrétiens, et puis ça, c'est le passé. Donc maintenant, évidemment, regardez d'ailleurs effectivement ce qui s'est passé en Algérie. En effet, le FLN s'est révélé incapable de se projeter dans un avenir positif pour les plus jeunes, et assez logiquement, l'une des possibilités, ce n'est que l'une des possibilités, c'est de choisir un fondamentalisme religieux musulman. C'est donc pas propre à la Palestine, mais c'est exactement ce qui se passe. Et pour l'instant, on peut dire que la représentativité du Hamas est quand même plutôt assise. Et plus on lui tape dessus, plus ça l'enracine quelque part. Donc c'est ça la problématique, qui rejoint la question sur, mais au fond, est-ce qu'en Occident, on n'aurait pas la même chose par exemple, en France? Là, je ne vais pas extrapoler. Ce qui compte, c'est, je pense que Denis Charmy sera d'accord avec moi, c'est le modèle d'intégration qui est évidemment différent de nation en nation. Parce qu'à partir du moment où la nation, c'est mondial, eh bien, les modèles sont nationaux, même s'ils appartiennent à des grandes familles. Et en effet, le modèle français, alors je rejoins ce qu'il dit sur 89, je ne suis pas en train de dire que 89 c'est secondaire, mais c'est un modèle parmi d'autres, c'est très étranger au modèle américain, entre parenthèses, on est sur 2 planètes différentes, et en ce qui concerne le modèle français, on peut dire que jusqu'à présent, il a intégré. Et on peut dire que, alors on va sombrer dans le café du commerce, il me semble que la logique des migrations dans la plupart des cas de figure, c'est l'intégration. Et que si on considère modèle américain pour simplifier, le modèle français et puis 36 autres modèles, ce sont des machines à intégrer qui connaissent des ratés, mais qui jusqu'à présent ont réussi à intégrer.
Que voulez-vous? On peut s'interroger, mais j'espère que vous comprenez que je suis en train de parler d'Israël, on peut s'interroger sur la capacité du modèle loi de 2018 à intégrer ceux qui ne sont pas juifs. Et je suis d'accord avec Denis Charby, je trouve que dans la loi de 2018, c'est également quelque chose que je dis au passage dans le livre, l'une des stipulations les plus frappantes, c'est la dégradation du statut de la langue arabe. Il n'est plus langue d'État, mais langue à statut spécial. Et donc, on régresse sur ce plan-là, dans la perspective de l'intégration. Alors, je ne sais pas si, parlons de la France donc, 1789-2021, allons-y. Je ne sais pas si la capacité d'intégration de la France, qui a comme été remarquable n'oublions pas que la France est un pays d'immigration. La tradition de la France, c'est immigration depuis le 19e siècle. Déficit démographique, etc. C'est un pays d'immigration et de faible émigration. Bon, c'est évidemment pas la même chose que les États-Unis, mais malgré tout, c'est un pays d'immigration. Jusqu'à présent, le modèle français d'intégration a plutôt fonctionné. Est-ce qu'il continuera à fonctionner avec les migrants d'aujourd'hui? J'aurais tendance à penser que pour l'instant, rien ne me permet de dire qu'il ne va pas continuer à fonctionner. Je serais prudent. Devant ce qui se passe en Israël, je m'interroge. Et peut-être que la solution qui ne peut être imposée, alors continuons le café du commerce, quand je parlais de géopolitique, traduction, quels sont les parrains, y compris au sens presque mafieux du terme. Donc, quel est le projet des États-Unis sur Israël et sur le Proche-Orient? S'il n'y a pas des parrains qui imposent les deux États, et l'imposer, c'est d'ailleurs un problème, parce que quand on impose, c'est très fragile, mais je crois que les autres solutions sont pires. Voilà, c'est tout. C'est la tragédie. Quand la solution est pire que le problème, mais que c'est la solution. Mais si on veut éviter des solutions pires, deux États, ça permettrait de rebattre les cartes en termes d'identification nationale, puisqu'on a clairement devant nous un Israël qui devient le pays d'une nation juive et qui ne réussit pas à intégrer ce qui n'est pas dans la nation juive. Alors, Pascal, c'est plus compliqué que cela malgré tout, et on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir compte d'une chose, et ça fait partie effectivement du libéralisme et de la mondialisation, etc. C'est que, j'aime bien le dire sous cette forme-là, jusqu'aux années 80, Juifs et Arabes ne se voyaient pas, ne travaillaient pas ensemble sur les mêmes lieux de travail, etc. Et il s'est quand même passé un phénomène de visibilité sociale qui fait qu'on voit les orthodoxes, qui fait qu'on voit les juifs orthodoxes, qui fait que les arabes israéliens, on les voit aujourd'hui, ce sont nos pharmaciens, ce sont nos médecins, etc. C'est-à-dire qu'il y a des logiques sociales qui vont à contre-courant de cette logique politique. Qui l'emportera des deux? Je n'en sais rien et je m'inquiète. Attention, je ne veux pas vendre ici, tout va aller bien dans le meilleur des mondes, mais là, ce qui me rassure, et pour vous montrer comme c'est compliqué, c'est que justement, ce qui vient de se passer dans les derniers 15 jours, c'est le contraire. La logique sociale, c'est la tension, c'est le clash, c'est le lynchage, chose qu'on n'avait jamais vue en Israël. Et de l'autre côté, politiquement, là où ça bloquait tout le temps, tiens, pour la première fois, ça ouvre. Donc, il y a de quoi affiner et nuancer nos propos, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a un vrai combat et il est vraiment, c'est pas simplement pour Netanyahou ou contre Netanyahou, même s'il y a bien sûr de cela dans la vie politique, voilà, la plus récente, la plus immédiate, c'est effectivement un modèle, on va dire, allez, d'État ethnique, mais qui comprend bien que on ne peut pas ne pas intégrer dans la sphère sociale, dans la sphère professionnelle, dans la prise de décision. Ça c'est capital, c'est-à-dire que autrement ce modèle ethnique il va dans le mur et à un moment ce sera la fin de la démocratie. Tout le monde comprend bien que la démocratie israélienne repose sur la manière dont l'intégration politique et sociale des Arabes va avoir lieu, mais sans passer par le canal d'une intégration culturelle. Le problème de la France aujourd'hui, c'est que depuis 1905, elle s'est installée, elle s'est établie dans une France qui s'est déchristianisée, déprotestantisée, pardon du néologisme, et déjudaïsée. Que viennent des populations musulmanes, si elles vont dans le même sens, elles mettent la dimension religieuse dans la sphère privée, tout va bien. Le problème, c'est de la France aujourd'hui, c'est qu'elle a affaire à une population musulmane dont il semblerait que, en tout cas dans une partie de sa jeunesse, l'identité religieuse, l'identité confessionnelle doit pas rester à l'intérieur, ni de la mosquée, ni de la maison. Et là,
là, du coup, on s'interroge sur comment on fait, comment on intègre. Ce problème-là, nous ne l'avons pas. Si ce n'est que, effectivement, j'aurais bien sûr préféré personnellement qu'on soit tous avec une conception du judaïsme ou de l'islam réduit à la sphère privée, mais non, au Moyen-Orient, c'est pas comme ça que ça se passe et il faudra faire avec en espérant que l'éthique, le caractère, le message universaliste de l'islam et du judaïsme l'emporte sur une version ethno-nationale et confessionnelle la plus obtuse, la plus exclusive. Et là, pour le coup, effectivement, on est mal barré. Et je reconnais que je ne vous vends pas aujourd'hui un parti. Je dis simplement que ces deux forces-là existent, elles sont présentes et elles surprennent parce que je prendrai un petit exemple. L'intégration ou l'admission aujourd'hui des minorités homosexuelles en Israël. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire c'était inconcevable il y a 10 ou 15 ans et aujourd'hui ça a lieu. Et ce sont des logiques alors qui excitent. Je prends le cas des mouvements dits suprémacistes, extrême droite en Israël, etc. Pourquoi ils sont apparus aujourd'hui ? C'est pas à cause de la loi sur l'État-nation du peuple juif, c'est parce que la mixité et la proximité entre juifs et arabes est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans ou 40 ans. Quand aujourd'hui juifs et arabes travaillent au même endroit, dans le même centre commercial, ah ben oui, ça peut ouvrir la voie à des relations amoureuses, etc. Et ça met ces mouvements suprémacistes dans un état de furie. Donc, il faut bien comprendre que la croissance de ces mouvements-là est aussi la réaction à des mouvements de libéralisation sociale qui sont extrêmement forts et qui ne sont pas négligés quand on fait l'analyse de la complexité de la situation israélienne. Mais je crois qu'on pourrait faire le même constat, je répète, en partant d'une histoire tellement différente en France, comme on peut faire le même constat aux États-Unis, où le Trumpisme, c'est aussi une crispation face à une évolution qui, par ailleurs, se poursuit. Mais la seule remarque de l'historien, c'est qu'il ne faut jamais oublier que tout ça peut se terminer aussi bien mieux que très mal. Très mal. Voilà. À partir de ces bases-là, moi, je ne vois pas. Alors, je peux vous dire que l'intégration des jeunes beurs, appelons-les comme ça, et d'avoir des jeunes beurettes, parce qu'il faudrait avoir une lecture genrée. Moi, j'en ai été témoin en tant qu'universitaire. Mes amphithéâtres, je ne dis pas qu'ils étaient remplis, pas rien, mais il y avait beaucoup de beurettes. Déjà moins de beurre, vous voyez. Et voilà, et on peut se dire, ça continue. En même temps, ce que me faisait remarquer quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Didier Lesky, et qui est le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration et de l'intégration, c'est que à l'heure actuelle, il y avait une différence par rapport, évidemment, par exemple, au modèle de l'intégration juive, etc. C'est que, pour résumer ce qu'il disait, bon, voilà, la bouche du cheval, que les élites musulmanes en France aujourd'hui seraient assez, il y a des exceptions à ce modèle, détachées de la religion, donc n'ont pas d'impact sur les mosquées. Et alors que peut-être, clairement, ce n'est pas le schéma qui s'est passé pour les juifs. Et là, on peut dire que là, il y a une petite difficulté qui fait de la religion à ce moment-là le refuge de ceux qui veulent affirmer l'identité, voire témoigner d'un mal-être, etc. Bon, donc on verra bien. Mais je pense qu'on a les mêmes phénomènes, y compris la crispation d'une extrême droite un peu partout. Ça peut être le dernier signe d'une ouverture. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse. Parce que je rappellerai qu'il n'y a aucune raison de penser, par exemple, que la démocratie, c'est l'avenir du monde. Enfin, la démocratie au sens large, je dirais démocratie libérale, puisque je maintiens qu'il y a des démocraties autoritaires, voire totalitaires. Car dans la définition de la souveraineté populaire, je vous rappelle qu'il n'y a pas un seul espace pour la liberté. Quand je dis souveraineté populaire, où est-ce que vous trouvez de la liberté? Mais le peuple, avec un grand P, il peut décider, vive la dictature. Donc, il faudrait préciser démocratie libérale. Il n'y a aucune raison de penser que fatalement, tout va aller vers la démocratie libérale. J'ajouterais que si la prophétie écologiste, on n'en a pas parlé, la prophétie écologiste se vérifie, la démocratie libérale, point de suspension. Je partage la même inquiétude. De ce point de vue-là, je ne suis pas plus optimiste, mais on est dans une phase de combat. Voilà. Ce que je veux souligner ici, c'est que, et c'est ce qu'on me dit souvent quand on me dit la droitisation de la société israélienne, je dis, la droitisation était aussi claire que ça fait longtemps que Netanyahou aurait remporté les élections haut la main depuis le premier tour. Or, ce n'est pas aussi facile que ça. Et
Mais je suis bien d'accord d'ailleurs que sur le plan de la démographie, cette démocratie libérale israélienne, elle est mal barrée parce que voilà, la moyenne est de 3 enfants, ce qui est beaucoup mieux que l'Europe, mais ce n'est sans commune mesure avec une famille orthodoxe qui a 10 ou 12 enfants. Est-ce qu'il est pensable, concevable d'imaginer des partis orthodoxes qui se dissocieraient de la droite nationaliste? Je le vois pas encore aujourd'hui. C'est pas, mais je veux dire, je sais bien que les possibles sont plus riches que nos inquiétudes, mais sans contester le fait que les choses ne sont pas tranchées et le combat est rude. Est-ce que tout nationalisme, toute création nationale, on va dire, ne part pas de l'émancipation et ne dérive pas presque forcément vers un nationalisme d'exclusion? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance forcément vers l'exclusion, vers le nationalisme d'exclusion? À quelles conditions plutôt, où cette nation d'émancipation peut tomber ou peut virer, ou peut dériver vers l'exclusion, vers le nationalisme d'exclusion? À quelles conditions historiques, d'événements historiques? Là, le conflit entre Israël et Israéliens-Palestiniens qui ne se résout pas, il aurait peut-être pu se résoudre en 95, avant 95. Et l'autre question, pourquoi faudrait-il qu'il y ait un État de la nation juive en Israël? Pourquoi il n'y aurait pas un État avec une citoyenneté, une nationalité israélienne, parlant hébreu, puisqu'on a des écrivains arabes israéliens qui écrivent en hébreu, puisqu'on a des citoyens arabes israéliens qui sont dans la police, dans les hôpitaux, dans ceci, cela, et qui parlent l'hébreu couramment, qu'on a aussi une partie de la population israélienne qui apprend l'arabe, qui se met à l'arabe. Hein. Il y a des très bons ulpanim d'arabe en Israël. J'ai même un ami qui continue d'apprendre l'arabe puisque les ulpanim sont fermés, avec une arabe de Gaza, une palestinienne de Gaza, par Internet. Bon, voilà, on a tous ces phénomènes-là de mélange les Israéliens, les Arabes israéliens se sont hébraïsés ou israélisés, je ne sais pas comment dire, ils parlent arabe, ils écrivent en arabe. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une nation juive, une nation israélienne, intégrant une partie importante de Palestiniens d'Israël, d'Arabes israéliens? En ce qui concerne la théorie générale sur laquelle tout convergerait vers, même provisoirement, et un provisoire qui peut durer, vers le nationalisme d'exclusion, je n'en crois rien parce que ce qu'on voyait très bien, je parle de la Troisième République française, mais à titre d'exemple, je cite dans le livre la conférence de Ferdinand Buisson, qui est le symbole même de cette république laïque, franc-maçonne, tout ce qu'on veut, qui avait prononcé une conférence au début du XXe siècle qui disait clairement pourquoi nous sommes patriotes et ne sommes pas nationalistes. Alors on peut dire que c'est rhétorique, mais non, ça se mesure la différence entre patriotisme et nationalisme. Les démocrates républicains, ensuite les sociodémocrates à travers la planète ont intégré le national. C'est tout à fait clair. L'histoire du mouvement socialiste, c'est bien des choses, c'est le réformisme, mais c'est aussi l'intégration du national. Et en France, il n'y a pas que Chevènement, si vous voulez, ou Régis Debray. Donc, je pense qu'il y a des capacités de résurgence ou de maintien d'un rapport national apaisé. Mais tout va dépendre des conditions économiques, politiques et culturelles. Économique, il est évident que, j'allais dire, la moindre crise, enfin plutôt les grandes crises économiques crispent socialement, et on l'a bien vu dans les choix populistes à plusieurs moments. Pour moi, le fascisme fait partie du populisme, c'est la version extrême du populisme, donc clairement. Je rappelle que les résultats électoraux du parti nazi sont complètement indexés sur la crise de 29. C'est un groupuscule avant la crise de 29. Les premières élections, je crois, de 31 en Allemagne, il fait un bond. Donc on ne peut pas dire que le lien avec une crise économique n'est pas vérifié dans beaucoup de cas. Mais bien sûr, le lien avec une crise politique et en particulier géopolitique, et là on retrouve Israël-Palestine, parce que prospérité ou pas, et j'ajouterais même intégration ou pas, le fait qu'il y ait des médecins, etc., ça peut exploser si la pression géopolitique générale est beaucoup plus forte et que ça balaye. Vous savez, dans l'histoire, je ne veux pas faire... Là, on retrouve le café du commerce, mais enfin, vous avez des cités, par exemple, dans l'Antiquité grecque, qui sont des modèles de démocratie, qui sont balayés par des impérialismes plus élémentaires, mais qui les balayent. Voilà. Donc, fragilité aussi de la démocratie libérale, qui est fragilisée d'ailleurs en elle-même parce qu'elle est libérale. Puis troisièmement, il y a la crise culturelle. Je maintiens que
l'espoir internationaliste, pour l'instant, a du plomb dans l'aile. Donc, la ressource pour un individu, des groupes sociaux en crise d'identité, etc., de statut, c'est pour l'instant plutôt le nationalisme que l'internationalisme. Voilà. C'est ça. La conjoncture, alors là, peut conduire, mais ce n'est pas fatal. Oui, dans le prolongement, je suis tout à fait d'accord avec toi que Martine, qu'un des aspects majeurs de cette intégration sociale, c'est effectivement le bilinguisme des Arabes israéliens. Voilà. Et on pourrait dire d'ailleurs également le bilinguisme des orthodoxes qui, pendant la première génération, parlaient yiddish et parlaient très mal l'hébreu. Et aujourd'hui, ils parlent à peine le yiddish et ils parlent parfaitement l'hébreu. Et ça, je le vois dans les émissions. Alors, je le dis par rapport à Pascal Horry, spécialiste d'histoire culturelle, toutes ces émissions de Masterchef, de The Voice, Radio Crochet, tout ça, où il y a systématiquement la diversité. Il y aura un Éthiopien, il y aura un Arabe israélien, et on est toujours frappé. Je le vois parce que j'interroge mes étudiants, etc. Mais ils parlent beaucoup mieux l'hébreu que nous, sans argot, sans l'accent d'ailleurs est dissipé, etc., etc. Je pense effectivement, et je vais encore plus loin que toi, Martine, qu'il faut que ça passe par un bilinguisme intégré. C'est-à-dire, il faut, et ça, les ministres de l'éducation de gauche en parlent déjà en disant la prochaine réforme à faire, c'est l'arabe, et pas littéraire, parce qu'aujourd'hui, moi je vois mon fils qui apprend l'arabe à l'école, c'est l'arabe littéraire, mais il faut que ce soit l'arabe parlé. Voilà, il faut que cette langue arabe ne nous soit plus étrangère. Et donc, ça viendra par un bilinguisme, etc. Mais j'ajouterais également que ça passera. Alors, bien sûr, dans le modèle, parce que tout ça, c'est subsumé à la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre réflexion, on l'appelle maintenant J-Call, etc., c'est d'aller vers deux États avec des mécanismes confédéraux. Parce que autrement, ce serait l'enfermement de l'un de l'autre et ce sera mortifère. Voilà, c'est maintenant qu'il y a un État palestinien, alors maintenant on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur de l'État d'Israël. Et donc, effectivement, c'est inventer des mécanismes confédéraux qui fait que la circulation des personnes sera autorisée, etc., pour pas rester dans cette idée de deux souverainetés qui sont dos à dos, alors qu'elles devraient être face à face. Et c'est ces mécanismes confédéraux qui permettront justement de multiplier le face-à-face. Ne négligeons pas quand même le substrat abrahamique. Voilà. Parce que les religions ont de l'importance dans la région et je ne peux pas décemment rêver que tout le monde va devenir non seulement laïque mais athée. Okay. Et le substrat abrahamique permet quand même aussi de faire de la religion non pas un problème mais une partie de la solution. Enfin, j'ajouterais, pour terminer, bien sûr la prospérité économique. Sans le décollage économique d'Israël des années 2000 à aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui au niveau de l'intégration sociale dont j'ai parlé. Sans la multiplication des espaces communs. Voilà. Et puis, j'ajouterais bien sûr la paix. La paix est un ingrédient essentiel si on veut faciliter l'évolution, mais sans tomber, et ça, je crois qu'il faut le dire quand même, sans tomber dans une sorte d'œcuménisme ou de fusion, parce que les deux collectivités mettent de l'importance dans le maintien de leur identité. Mais une identité qui n'empêcherait pas, et donc de ce point de vue-là, une nation israélienne, moi le mot ne me choque pas, attention, loin de là, et plus la dimension civique prendra plus d'importance, je dirais pas que peut-être qu'elle dominera un jour, j'en sais rien, mais plus elle prendra de l'importance pour que ça puisse être en tout cas à part égale. Voilà, et que l'une ne menace pas l'autre, et le discours du président Rivlin de 2015, qui termine son mandat le mois prochain, sur les 4 tribus. Voilà, il disait il y a 4 tribus en Israël. Il y a la tribu arabe, il y a la tribu laïque, il y a la tribu orthodoxe et il y a la tribu sioniste religieuse. Et il dit il faut développer entre ces 4 tribus un langage civique. Autrement, et le langage civique passe par le fait que même les minorités se sentent co-responsables de l'avenir de cette société parce qu'on est, voilà, 4 tribus qui ne peuvent, je veux dire, l'idée que l'une l'emporte sur l'autre,
C'est ça qui pourrait déboucher sur une guerre civile. Et elles doivent être rassurées sur leur pérennité. Aussi bien la communauté arabo-musulmane que la communauté laïque, qui elle aussi a peur de l'invasion orthodoxe, entre guillemets, ou les orthodoxes qui sont toujours en train de se dire notre pari de résister à la modernité ne va pas tenir longtemps, parce que je veux dire, on n'en parle pas beaucoup, mais des familles d'orthodoxes d'où sont issus 2-3 qui à un moment quittent le giron orthodoxe pour devenir laïcs, pour devenir sionistes religieux même à la limite. Mais ça aussi, ça existe. Donc, eux aussi, ils sont dans une sorte de hantise de cette communauté, certes plus nombreuse qu'elle ne l'était il y a 20 ans, et qui s'interroge sur comment faire partie sans faire partie complètement. Et il faut respecter ces logiques en essayant de les canaliser vers ce qu'on va appeler le vivre ensemble, qui est une expression que je ne remets pas en cause. Merci Denis, merci Pascal. Il y avait une question, à savoir la possibilité qu'il y ait des Israéliens qui apparaissent comme tels. Et est-ce qu'il y a des Israéliens qui n'en ont pas un peu marre d'être dits juifs? Ils veulent se dire Israéliens, point, c'est tout. Bien sûr. Voilà. C'était la fameuse phrase en 96 d'un journaliste israélien, Daniel Ben-Simon, du journal Haaretz, qui, à propos de la victoire de Netanyahou sur Pérez, avait dit les Juifs ont vaincu les Israéliens. Voilà. Mais encore une fois, et là j'ouvre une grande, voilà, je vais faire un pari optimiste parce que je voudrais rester optimiste, mais c'est vrai que si ce gouvernement se forme avec la présence d'un parti arabe dans la coalition, je pense que ça peut ouvrir encore une fois cette idée que politiquement, c'est plus simplement à l'hôpital on va tous ensemble. Et on dit toujours qu'en Israël, l'hôpital j'y étais il y a quelques jours, la semaine dernière, à 3 heures du matin, et j'ai été frappé de voir cette coexistence. Et c'était 3 jours ou 4 jours après les opérations militaires et les échauffourées entre juifs et arabes, etc. Voilà, il faut pas désespérer. Je dirais 2 choses peut-être à cet égard pour faire un tout petit peu d'actualité. Il y a eu lynchage, c'est vrai. Mais il manque un élément, il a manqué un élément dans ce lynchage, c'est le soutien de la communauté générale. Aux États-Unis, le lynchage, c'est pas simplement prendre un noir et le tabasser, c'est savoir que tous ceux qui n'ont pas participé au lynchage, ils sont favorables. Ça, on l'a pas trouvé. Et ça, c'est capital. Et j'ajouterais également un des chauffeurs taxi juifs qui a été assassiné, lynché, il avait une 50aine d'années, son rein a été prélevé et transplanté chez une mère arabe de 60 ans, et il fallait entendre le dialogue entre la fille de chauffeur taxi juif etc. Et c'est vrai que pendant 3-4 jours, on n'a pas cessé de dire nous les juifs, nous les arabes, nous les juifs, nous les arabes, et à un moment quelqu'un dit hey, on est tous des Israéliens. Ces 2 logiques-là existent. Alors, mais le combat n'est pas terminé, effectivement. Denis Charby a prononcé un mot capital, c'est pari. Donc, effectivement, ça me paraît normal quand on est citoyen de parier. D'ailleurs, certains parient sur le pire, ça s'appelle la politique du pire. Ça se retourne généralement contre tout le monde, mais enfin, c'est un pari aussi. Évidemment, moi, en tant qu'historien, je ne peux pas parier. Je ramasse les cartes après le jeu, quoi. Donc, c'est un pari. Tout ça peut tourner très mal aussi. À partir des bases d'aujourd'hui, avec le Rhin qui rentre, ça peut être balayé par quelque chose de beaucoup plus élémentaire, de beaucoup plus violent. Bon, ce qui me frappe, c'est la petite continuité que je vois entre la loi de 2018 et cette étape où là, me semble-t-il, Denis, même en Israël, on a été un peu stupéfait de l'ampleur de la violence des 2 côtés. Donc, de 2 choses l'une, ou bien c'est la 2e étape après la loi de 2018, et puis dans 3 ans, ça sera encore pire, ou bien on va arrêter avant l'abîme. Merci Pascal, parce que vous nous avez donné la clé de la conclusion provisoire de ce débat, à savoir qu'on est dans une étape un peu cruciale, qu'on ne sait pas vers où on va aller, tout dépend maintenant de ce que va devenir ce gouvernement qui est en train de se constituer. Donc, avec cette ouverture des possibles, vers le pire ou vers le meilleur, on ne sait pas. Et Denis qui nous a donné plusieurs éléments factuels d'espoir, malgré tout, avec l'ouverture que ça peut aller vers le pire aussi, mais il nous a donné des éléments factuels permettant de donner un peu d'espoir. Donc, je vous remercie tout le monde, La Paix Maintenant, J-Call, Michel Fellous et moi-même, pour ce débat très intéressant. Merci de votre participation et à bientôt.